Alors, bienvenue. Nous allons faire la section 6.1 ici dans le livre Carrefour des sciences. C'est la section 6.1 qui s'appelle les composés ioniques. Et bonjour Chiffre Alphabet, je suis content que vous êtes ici avec nous présentement. C'est toujours un plaisir de vous voir. Alors, voyons voir. Lorsque l'on parle de composés ioniques, l'important ici, c'est de se rappeler qu'on a toujours un mélange de deux types d'atomes. Donc, voyons voir, je vais faire ça ici, comme cela. Voilà. Donc, il y a deux types d'atomes à considérer. Un composé ionique a un métal ou quelques atomes de métal, et il y a ici aussi des non-métaux. Voyons voir comment est-ce que ceci fonctionne. Donc, avant tout, moi, je vais prendre, par exemple, le sodium. On parle souvent du sodium lorsqu'on parle de chimie. Et on va parler de chlore, parce que lorsqu'on met le sodium et le chlore ensemble, nous avons ce qu'on appelle le chlorure de sodium, et donc ici, c'est le sel de table. Donc, voyons voir comment est-ce que ceci fonctionne. Donc, lorsque nous avons le sodium ici, on a un numéro atomique, un numéro atomique de 11 et une masse atomique de 23. Pour le chlore ici, nous avons un numéro atomique de 17 et une masse atomique de 35. Je le mets à 35 ici. Sur le tableau périodique, ça donne 35,45, mais j'ai arrondi ici. Alors, voyons voir. Nous allons faire des diagrammes de Bohr-Rutherford ce matin. Donc, ici, on a 11 protons, 12 neutrons. Donc, ici, on fait des diagrammes de Bohr-Rutherford. On en a fait dans le passé. En faisant ceci, ça nous rappelle comment est-ce qu'on peut visualiser comment un atome est. Ça ici, c'est une représentation de Bohr-Rutherford d'un atome de sodium. Faisons la même chose avec le chlore. Tiens, je vais changer de couleur. Donc, je vais compter. Donc, on est rendu maintenant à 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Très bien. Alors, lorsque nous avons des atomes, chose intéressante, les atomes veulent deux choses dans leur vie. Et ces deux choses sont les suivantes. A, on a le même nombre de protons que le nombre d'électrons. On a utilisé ça souvent ici, surtout lorsqu'on veut savoir si nous avons 11 protons dans le noyau, il y a 11 électrons à l'extérieur. Mais il y a une deuxième chose aussi qui est intéressante, et cette deuxième chose ici, c'est que le dernier niveau d'énergie, l'endroit où il y a les électrons le plus éloignés du noyau, on veut avoir ce niveau d'énergie plein. Donc ici, on va dire le dernier niveau d'énergie plein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un dernier niveau d'énergie plein? Alors, voyons voir l'exemple ici avec notre sodium et notre chlore. Si on a notre sodium ici, nous remarquons qu'on a 11 protons et 11 électrons. Ça veut dire que la première condition, elle est satisfaite. Il y a le même nombre de protons que d'électrons. Maintenant, nous passons à la partie suivante où le dernier niveau d'énergie est plein. Et si on regarde le dernier niveau d'énergie, donc l'endroit extérieur où il y a les derniers électrons, on remarque qu'il y a un électron sur le dernier niveau d'énergie. Pour le chlore, 17 protons et 17 électrons, notre première condition est satisfaite. Maintenant, regardons le deuxième. Nous avons ici 7 électrons sur le dernier niveau. Et ici, on peut en mettre jusqu'à 8. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le chlore, ici, on peut voir que l'atome est un peu plus petit parce qu'on a plus de protons qui attirent les électrons vers le centre. Nous avons ici un électron autour du sodium. Donc, celui-ci pourrait sûrement avoir jusqu'à
8 électrons sur son dernier niveau. La question, c'est à savoir qu'est-ce qui est le plus facile. Est-ce que c'est plus facile d'ajouter 7 électrons, donc de trouver 7 électrons à quelque part, ou d'enlever cet électron extérieur de façon à ce qu'on puisse avoir le dernier niveau d'énergie ici. Alors, ce que le sodium va faire, c'est que de temps en temps, il va dire « Je suis prêt à laisser aller un électron pour que mon dernier niveau d'énergie soit plein pour passer à la deuxième condition. » Mais aussitôt qu'on arrive à la deuxième condition, la première n'est plus satisfaite. Donc, le sodium va dire « Oh, j'ai besoin d'un électron. » Donc, il va trouver un autre électron à quelque part pour pouvoir avoir le même nombre de protons que d'électrons. Même chose ici avec le chlore. Afin de pouvoir avoir le dernier niveau d'énergie plein, est-ce plus facile d'avoir un électron supplémentaire ou d'éliminer 7 électrons? C'est beaucoup plus facile d'avoir un supplémentaire de façon à ce que le dernier niveau d'énergie soit plein ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on remarque les deux ici, nous avons un atome de sodium qui est prêt à donner un électron et on a un atome de chlore qui est prêt à recevoir des électrons. Donc, il y a des transferts d'électrons comme ceci. Et donc, on se retrouve avec ici, comme ceci, et l'électron est parti. Donc, momentanément, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'un atome de sodium va donner son électron, celui-ci va l'absorber. Et c'est pour ça qu'ils vont rester près l'un de l'autre. Alors, c'est un peu comme lorsqu'on parle d'argent. Donc, ça ici, c'est un petit 2 $ ici. Je ne sais pas si on peut avoir un zoom. C'est un peu difficile ici ce matin. Donc, ça, c'est un 2 $. Et chose intéressante, ceci appartient à la Banque du Canada. Donc, si moi, je vais acheter quelque chose, par exemple, un croissant, je vais donner le 2 $. La compagnie ou le café prend le 2 $, me donne le croissant. Il y a un transfert ici. Le 2 $ n'est plus le mien, il est maintenant à la compagnie. De la même façon que ici, on a un électron qui est maintenant transféré. Ce qui est intéressant avec le sel, et je vais vous montrer une petite structure intéressante, c'est puisque nous avons, oups, on va voir Add to Stream, voilà. Puisque nous avons, alors ici, je vais dire que les sodiums sont les atomes qui sont verts, un peu plus grands que les atomes de chlore. Ils vont former un grillage comme ceci, parce que le sodium ici va donner un électron. Mais chose intéressante, le sodium ici qui a donné l'électron n'a pas besoin de revoir l'électron du même atome de chlore. Il peut l'avoir de ici, il peut aussi de l'avoir là. Donc, ça forme un système complexe de structure, mais lorsqu'on regarde ici, c'est assez simple lorsqu'on le regarde. Et puis, je suis allé faire un tour rapidement pour regarder. Si on regarde sous la loupe des grains de sel, on remarque que ce sont tous des petits cubes comme cela. Ce sont des petits cubes parce que, à l'origine, les atomes de chlore et de sodium vont s'arranger ici de façon à ce qu'ils puissent facilement se donner ou recevoir des électrons. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant avec les composés ioniques. Maintenant, ça, c'est pour le sel et le chlore. Aussitôt qu'on a un métal qui est prêt à donner des électrons, donc si on regarde ici, où est mon tableau périodique, comme cela. Donc, si on regarde le tableau périodique ici, on peut voir que tous les métaux qui sont ici, ainsi que les métaux de transition, peuvent donner des électrons. On le sait parce que lorsqu'on regarde à lorsqu'on regarde ici à notre atome de sodium, lorsqu'il donne un électron, il va devenir un ion. Il va devenir un ion de sodium avec une charge de plus 1. La raison, c'est qu'il y a ici 11 protons positifs et maintenant il y a seulement 10 électrons négatifs. Pour le chlore, qui a 17 protons, mais maintenant a un électron de plus, donc il a 18 électrons, on se retrouve avec un ion de chlore comme ceci. Donc, un atome, c'est une particule qui a le même nombre de protons que de neutrons. Un ion ici, c'est une particule qui a une charge parce qu'il y a ici un nombre différent de protons et
de protons et d'électrons. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que ici, les deux, avec leur charge, vont former notre chlorure de sodium. Maintenant, la même chose arrive. Je vais donner un exemple supplémentaire. Si nous avons le magnésium est un métal. Et si nous regardons notre tableau périodique, le magnésium est ici sur la deuxième famille. Il y a 2 électrons sur le dernier niveau. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le magnésium aura une charge ionique de 2+. Si on prend l'oxygène qui est de l'autre côté ici, l'oxygène a ici 6 électrons sur le dernier niveau, donc aura 2 électrons de plus qui peuvent être accueillis. Nous allons avoir de l'oxygène qui aura 2 négatifs comme ceci. Et retournons à notre tableau ici. Donc, l'oxygène aura une charge de 2 négatifs. Chose intéressante, les deux ici peuvent former un oxyde de magnésium comme ceci facilement. Maintenant, il faut garder en tête que si le magnésium ici va donner 2 électrons, il peut aussi s'agencer avec d'autres atomes ici. Le chlore ici peut accepter un électron, tandis que le magnésium peut lui donner 2 électrons. Donc, il y a de la matière qui a, par exemple, le chlorure de magnésium. Et le chlorure de magnésium ici est un composé ionique parce qu'il y a un métal et des non-métaux. Et ici, nous avons les électrons du dernier niveau d'énergie du magnésium qui va aller, puisqu'il y en a 2, à chacun des 2 chlores qu'il y a de disponibles ici. Et on a ici un chlorure de magnésium et ici on a un chlorure de sodium. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des petits indices ici qui nous disent combien d'atomes il y a dans chacune des molécules. Donc ça, c'est toujours intéressant à voir. Et bien sûr, lorsqu'on regarde dans le livre ici, on remarque que le sodium est un métal. Le chlore, lorsqu'il est à l'état naturel, il est avec lui-même. Cl2, c'est un gaz. Et lorsqu'on met le métal, qui est un métal gris, et un gaz, on obtient le chlorure de sodium. Et ici, on se retrouve avec une matière qui est blanche. Une matière qui a une nouvelle propriété, des nouvelles propriétés physiques et chimiques, parce que les conditions ou les caractéristiques des éléments initiaux sont totalement parties lorsqu'ils s'agencent avec un autre. C'est toujours intéressant. Très bien. Donc, voyons voir. Chose intéressante pour les composés ioniques, ceux-ci ont tendance à se dissoudre dans l'eau très facilement. Donc, si on prend ceci, je dis d'habitude parce que différents types de matières ont différentes caractéristiques, mais nous savons que le sel peut être dissous dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'eau, comme ceci, a une propriété intéressante, c'est que c'est fait d'un hydrogène, d'un oxygène et d'un hydrogène, comme ceci. Et il y a des électrons qui se promènent et quelquefois, on se retrouve avec une molécule ici qui, d'un côté, a tendance à être positif et l'autre côté a tendance à être négatif. Et lorsque ceci arrive, ils peuvent attirer des ions, soit de sodium ou de chlore, et c'est pour ça que lorsqu'on a un verre d'eau, par exemple, comme cela, nous allons avoir un mélange, une dissolution du sel dans l'eau et on se retrouve avec des ions spécifiques. Et chose intéressante avec cela, c'est puisqu'on a des ions et on sait que le sodium ici donne des électrons et que le chlore reçoit un électron et que de temps en temps ces ions veulent avoir leurs électrons. Pensons un peu à l'électricité qui est bien sûr le transport des électrons. Donc lorsqu'on a un liquide qui contient un sel, celui-ci va devenir un peu plus conducteur, justement à cause de ce fait qu'on a des ions qui existent. Maintenant, ça ici, c'est quelque chose qui peut nous aider parce que nous savons que l'hiver, lorsque l'eau est gelée, nous avons de la glace. Mais lorsqu'on met du sel sur la glace, qu'est-ce qui arrive? C'est que le sel va commencer à fondre. De la même façon, si on a de l'eau salée, cette eau va
être des fois plus froide que 0 degré Celsius et sera toujours un liquide. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on peut utiliser le sel comme un moyen pour pouvoir avoir de l'eau salée liquide, peut-être à des températures de moins 3 degrés Celsius, moins 5 degrés Celsius. Donc, d'une certaine façon, les propriétés ioniques du sel permettent de pouvoir faire fondre le sel et être plus en sécurité dans notre environnement. La difficulté, bien sûr, c'est que lorsque l'on met le sel durant l'hiver, surtout ici au Canada, la difficulté, c'est que rendu au printemps, lorsque la neige fond et on a des grandes pluies du printemps, tout ce sel qui a été mis sur les routes se retrouve dans les fossés, dans les ruisseaux, dans les rivières, dans les lacs. Donc ça cause souvent des difficultés pour les micro-organismes, surtout lorsqu'on parle des poissons, des grenouilles, surtout ceux qui ont des œufs, se retrouvent dans un environnement qui est salé. Et donc, c'est difficile pour, quelquefois, leur survie. C'est comme un choc salé qui arrive au printemps. Et bien sûr, lorsqu'on a de l'eau salée qui conduit l'électricité, un des désavantages, c'est que en conduisant l'électricité, celui-ci augmente les propriétés du métal, par exemple le fer, de changer de forme, et donc la rouille arrive plus rapidement. Donc c'est important, si on est à un endroit où il y a beaucoup de sel, de temps en temps, c'est important de nettoyer sa voiture, la carrosserie, le dessous de la voiture, pour minimiser la rapidité que le sel fait rouiller les métaux. Et ça fait partie, bien sûr, des défis lorsqu'on a des hivers et qu'on utilise du sel. On n'en parle pas dans le livre, mais quelque chose qu'on peut faire, c'est qu'au lieu d'utiliser du sel, on peut utiliser du sable. Donc, lorsque je travaillais dans le nord de l'Ontario, utiliser du sable permet de pouvoir avoir une plus grande friction pour les pneus. Et bien sûr, ce sable va dans les fossés durant le printemps. Donc, dans le nord, lorsqu'on a beaucoup de fossés, c'est parfait. Par contre, dans les grandes villes, ça, c'est un problème parce que le sable, lorsqu'ils vont dans les infrastructures, les aqueducs, on a des problèmes parce que ça bouche les tuyaux. Donc, on ne peut pas les utiliser dans la grande ville. Je sais qu'il y a quelques personnes qui utilisent, au lieu d'utiliser le sel, donc le sel solide, on peut dissoudre le sel dans l'eau et épandre de l'eau salée sur les autoroutes et les routes. Ça prend beaucoup moins de sel, ça fait un bon travail et c'est mieux pour l'environnement. Et je sais qu'il y a quelques compagnies qui vont utiliser, par exemple, du jus de betterave ou vont mélanger des choses avec l'eau qui permettent de pouvoir baisser la température que l'eau va congeler et ça permet de pouvoir garder les citoyens en sécurité tout en protégeant l'environnement. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.